C'est tout le temps que vous aviez. Donc, je cède la parole à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais ouvrir mon jeu tout de suite. Je vais juste avoir un petit topo sur l'état d'avancement de 2 écoles dans ma circonscription. Félix Leclerc, Notre-Dame-des-Neiges, et je remercie ma collègue de me laisser un peu de temps. Premièrement, Félix Leclerc, je ne vais pas embarquer dans les détails. C'est une longue saga sur ce site-là. Toutes sortes d'enjeux, d'embûches, un litige. Fait que c'est pas tout de la faute du gouvernement, pas du tout, mais il en demeure pas moins qu'il y a un projet de reconstruction qui prend beaucoup de temps à se matérialiser. Il y a un terrain vague, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'essentiellement, c'est une génération d'enfants qui n'ont pas vécu un milieu scolaire pleinement stable. Le préscolaire et le premier cycle ont été envoyés à un endroit. Donc, ça a été difficile pour les élèves, les familles, le milieu, pour toutes sortes de raisons. Le projet a été mis sur pause en 2025, mais là, il est réactivé. Écoutez, les familles sont tellement inquiètes qu'il va encore leur arriver des embûches qu'ils sont venus à mon bureau, ils s'inquiètent, ils se disent, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Est-ce que le projet de reconstruction va vraiment se faire? Et dans quel horizon, Madame la ministre? Ce qu'ils veulent, après tout ce qui est arrivé, c'est de la prévisibilité. Et donc, je suis ici simplement pour qu'on puisse les rassurer. On a su, j'arrête là-dessus, que les plans et devis du projet de reconstruction ont été déposés au ministère en avril dernier. C'est une bonne nouvelle. C'est l'ultime étape avant le lancement des travaux. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour la suite? Il faut vraiment que ça soit maintenu sur les rails au gouvernement. Bien, absolument. L'appel d'offres est prévu pour d'ici la fin mai, là. L'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres est prévu, il n'est pas aujourd'hui, mais il s'en vient. C'est à peu près ce que je peux vous dire. L'appel d'offres est prévu d'ici la fin mai. On ne peut pas aller plus vite. Donc, c'est pas qu'on attend des autorisations. Non, c'est parce qu'il faut le préparer, l'appel d'offres. Oui, et vous savez très bien que la base d'un contrat est un appel d'offres bien préparé. Donc, mais les appels d'offres sont prévus d'ici la fin mai. Merci. Okay? On va faire les choses correctement pour s'assurer que ça tient la route, mais d'ici la 20 mai. Merci beaucoup. Ça, c'était Félix Leclerc. Félix Leclerc. Parfait. Félix Leclerc. Donc, enfin, ça va. Notre-Dame-des-Neiges. On cherche. École, bâtiment patrimonial sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Cette école est vide depuis déjà... Je vais juste revoir mes notes. Donc, le bâtiment est fermé. Fermeture du bâtiment depuis dès la rentrée scolaire 2024-2025. Vétusté, il y a des travaux de réhabilitation majeurs qui sont nécessaires. Je me demande si c'est pas même des enjeux de structure. Les élèves sont relocalisés dans 2 écoles du secteur, Simone Monet puis Bedford. Mais il y a beaucoup, c'est au-delà des familles qui s'inquiètent, c'est tout le milieu là, de Côte-des-Neiges, de ma circonscription qui se disent... Qu'est-ce qui va arriver avec ce bâtiment-là? On entend que c'est tellement majeur comme travaux de réhabilitation et des enjeux de structure et tout. Est-ce que le bâtiment... qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là? Je sais qu'il y a une mention au PQI, mais il y a vraiment un flou à savoir quel est l'avenir de ce bâtiment-là. Est-ce qu'on va même... Pouvez-vous même confirmer que la vocation du bâtiment va demeurer scolaire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Notre-Dame-des-Neiges? Je peux juste vous dire qu'en toute transparence, je suis en train de demander qu'on fasse les vérifications là, sur ce dossier-là particulièrement. Je ne suis pas capable de vous répondre à ce moment-ci, mais je demandais ce qu'on fasse les vérifications. Merci. Merci. Je vais juste terminer en vous disant, donc... ouais. Je vais prendre contact avec vous là, pour vous donner les renseignements. Merci, j'apprécie. Merci à ma collègue de Bourassa-Sauvé. Sur Notre-Dame-des-Neiges, c'est ça? Parfait. Merci. On vous demandera peut-être même plus de précision pour être capable de retrouver correctement le dossier. Fait que merci, on va se parler. Merci. Donc, Madame la ministre, vous vous engagez à donner la réponse. Je m'engage à lui parler là-dessus, oui. Excellent, merci. Merci. Donc, on continue avec la députée de Bourassa-Sauvé. Oui. De retour à moi, Madame la ministre. Donc, on va rester quand même dans le sujet des bâtiments patrimoniaux parce que c'est là-dessus qu'on s'était laissé. Donc, sur le dossier FACE un peu plus tôt, puis on n'avait pas terminé notre échange. Je sais, donc, dans le fond, votre propos, c'était de dire que, ben non, ça coûte absolument trop cher, donc, de rénover donc, le bâtiment initial. Mais vous vous rendez compte que là, chaque année, donc, on paie, on investit donc de 5 à 7 millions, donc, juste dans l'entretien de ce bâtiment patrimonial-là, parce que là, je vous remets en perspective. Les 2, on devait donc rénover le premier bâtiment. C'est ce que votre collègue, député de Chambly, à l'époque ministre de l'Éducation, avait promis aux familles.
En bout de ligne, donc là, il y a eu la décision qui a été prise de dire non, ça coûtera trop cher. Donc là où les enfants sont relocalisés dans 2 écoles différentes de façon temporaire, bien ça va devenir un projet permanent. Mais le problème, c'est qu'il y a une des 2 écoles, celle qui devrait habiter les jeunes secondaires, qui, elle, bien, il y a encore donc des travaux dessus. Donc là, jusqu'en 2000, il devait être prêt. On avait parlé de 2029. Là, on nous parle de 2032. Donc, on n'a même pas de certitude d'à quel moment ces travaux-là seront terminés. Donc, il y a la moitié des élèves qui sont dans le bâtiment original, qui, lui, donc, doit être entretenu parce que sinon, c'est dangereux pour les élèves. Ils sont dedans. Donc, est-ce que vous, au moins, vous convenez avec moi qu'il y a une certaine incongruité là, avec le plan qui est mis de l'avant, où on a une école là, qui est vide à 50 %. On a les élèves qui sont là, dans ce bâtiment-là. Pour que le toit ne leur tombe pas sur la tête, on continue de mettre 5 à 7 millions par année jusqu'en 2032. Oui, ce sont les chiffres qui sont... les chiffres qui sont sortis. C'est pas vous que je contestais, j'avais une question. Parfait. J'essaie de le faire discrètement, mais c'est difficile. Jusqu'à ce que soit achevé le chantier donc de l'école sur la rue Saint-Urbain. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est logique comme situation? Bien, écoutez, c'est pas idéal comme situation, hein, parce que des fois, l'idéal et la logique, malheureusement, vivent pas à la même adresse, mais c'est pas idéal comme situation. Mais la réfection du bâtiment patrimonial FACE, ce sont des coûts astronomiques. Astronomiques. Et c'est beaucoup. Là, on va parler juste d'argent, OK? Pas de... Je veux pas... Pas de l'attachement des gens au bâtiment, on parle d'argent. C'est beaucoup plus cher que les coûts que ça va prendre pour mettre à niveau le primaire qui est déjà fait, je pense, au coût de 55 millions, et le secondaire, présentement, qui est en planification. Et là, je ne révélerai pas les coûts de planification parce qu'il y aura des appels d'offres à venir, mais c'est à une fraction des sommes qui auraient potentiellement dû être investies dans FACE, même en comptant les coûts de maintien présentement. Donc, est-ce que c'est logique? Bien, c'est la situation dans laquelle on est. Maintenant, là, il y a je comprends la déception des parents, puis je comprends l'attachement qu'on peut avoir à ce bâtiment-là, mais on ne reviendra pas en arrière sur la décision qui a été prise. Maintenant, on va travailler le plus rapidement possible pour que les enfants, je pense que c'est le secondaire qui doit déménager, les enfants du secondaire déménagent le plus rapidement possible dans leur nouvelle école, dont on n'a pas donné, Est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on a un nouvel échéancier? On est en train de planifier tout ça pour le faire le plus rapidement possible. C'est en planification présentement. OK. Donc, on n'a toujours pas d'échéancier. Puis est-ce que là, vous convenez avec moi que là, les montants qui ont été mis dans le bâtiment patrimonial, là, ils l'ont été en pure perte, parce qu'il y avait quand même eu, donc on avait commencé donc à passer à des travaux, puis on a fait « Ah non, ça va coûter trop cher, donc on les a arrêtés. » Et là, il y a des travaux d'entretien. Mais en bout de ligne, c'est de l'argent des contribuables qu'on a jeté par les fenêtres pendant tout ce temps-là. Mais c'est pas de l'argent qu'on a jeté par les fenêtres, parce qu'il fallait maintenir cette école-là en attendant d'être pouvoir de relocaliser les enfants. Donc, on le fait pour les enfants, mais à un moment donné, il a fallu faire une évaluation de la situation, puis prendre une décision par rapport au bâtiment patrimonial et la rénovation complète pour être capable de réintégrer primaire, secondaire, ça n'a pas de sens au niveau budgétaire. Ça fait peut-être du... Je ne dis pas que ça ne fait pas de sens pour les parents d'avoir un attachement. Je parle simplement au niveau budgétaire. Sur quoi les coûts ont été évalués? Parce que c'est sûr que là, évidemment, donc les gens dans le milieu se disent est-ce qu'on a passé à notre école idéale? Oui. Et là, on a passé donc à des coûts astronomiques. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de le faire à moindre coût? Bien, je me suis renseignée parce que je n'étais pas là quand la décision a été prise. Et il y a eu des rencontres qui ont été faites avec les gens qui disent on a des moyens, on a des solutions pour le faire à moins cher. Je me suis renseignée et on a évalué ce qui avait été proposé par ces gens-là, mais c'était les modifications qu'on pouvait faire. Puis c'est pas l'école idéale, c'est une école correcte, je dirais pas de base, mais une école. Là. Et ce qu'on demandait, là, on parlait d'une passerelle, ou on parlait de certains enjeux qu'on pouvait peut-être laisser tomber, c'était marginal, ou bien c'était pas possible par rapport à la structure du bâtiment. Parce que tout l'enjeu de cette histoire-là, c'est qu'il est patrimonial. On va se parler franchement, c'est ça qui augmente de façon exponentielle les coûts. Donc, en même temps, les modifications proposées doivent respecter aussi la nature patrimoniale du bâtiment. Donc, c'était pas possible au niveau budgétaire. Donc là, on est en train de faire ça le plus rapidement possible. Il y a du maintien qui a été mis dans le bâtiment. Après ça, la commission scolaire fera ce qu'elle veut du bâtiment. Mais je pense que d'avoir maintenu le bâtiment et de ne pas l'avoir laissé se détériorer davantage, bien, au final, ça va être quand même un investissement pour le futur de ce bâtiment-là. Mais la commission scolaire prendra ses décisions. C'est pas à moi de le faire.
Mais on a maintenu parce qu'il fallait Moi, maintenir. que c'est décevant que Absolument. les parents se soient fait dire qu'ils allaient pouvoir revoir leur école et qu'en cours de route, Mais ça change. puis c'est pour ça que je disais tantôt que je voulais pas faire preuve d'insensibilité, parce que je parlais vraiment des coûts budgétaires, mais je peux très bien comprendre la déception des parents. Mais il y a une décision qui a été prise. Moi, j'ai re-questionné parce que je voulais comprendre la décision. Puis, il n'y a pas question de changer cette décision-là au niveau de ne pas investir dans le bâtiment FACE. Mais on va préserver le programme, mais il va être préservé dans 2 écoles, donc une école primaire et une école secondaire. Puis vous reconnaissez que la situation actuelle, qu'on a des travaux donc, de maintien dans le bâtiment original, puis qui sont déplacés de façon temporaire, etc., que tout ça, donc, que c'est pas idéal. Je connais que c'est pas idéal, puis est-ce que c'est une situation qu'on veut pour nos enfants? La réponse est non, mais des fois, on est dans des situations où on n'a pas le choix, là. Non, c'est pas idéal. J'irai pas faire semblant que c'est idéal. Je comprends très bien l'impact que ça a sur les parents. Je comprends très bien leurs préoccupations. Mais la décision a été prise pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que pour être capable aussi de l'argent qui ne sera pas investi parce que c'était beaucoup trop cher, va permettre de créer d'autres places pour d'autres enfants ailleurs et de rénover d'autres écoles. Donc, il faut que le budget de l'éducation soit géré de façon responsable. Et maintenant, dans ce cas-là, malheureusement, ça n'avait pas de sens, là, les investissements. Merci. Je retourne sur le sujet des enfants avec des besoins particuliers. D'abord, je veux recevoir une explication donc, de votre part, parce que quand on regarde le nombre d'élèves EHDA à la formation générale des jeunes pour les 72 centres de services scolaires en 25-26, on voit donc qu'il y a des chiffres donc, qui oscillent entre 118 et, parfois, donc, 5 000, donc des chiffres relativement donc, modestes pour ceux qui ont un code de difficulté. Donc, on parle des troubles graves de comportement, de déficience intellectuelle profonde, de déficience auditive, etc. Évidemment, donc troubles du spectre de l'autisme, parce qu'on a des chiffres un peu plus élevés. Ceux qui sont sans catégorie, mais avec plan d'intervention, le total pour le réseau public est de 192 917. Est-ce que je peux vous demander le numéro du tableau que vous consultez? Pendant ce temps-là, je pourrais le trouver. On dit 75. 75, merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça m'aide à vous suivre dans votre... Bien sûr. Donc, je fais la fiche 75. Donc, ça tombe bien parce que, dans le fond, ce chiffre-là, ça donne à peu près 75 du nombre total d'enfants qui sont EHDA. Je voudrais voir comment est-ce que vous expliquez ce chiffre-là. Je ne sais pas si je peux vous expliquer ce chiffre-là. Vous parlez des gens des plans d'intervention sans code particulier? C'est ça, oui, sans catégorie. Bien, HDAA, c'est les troubles d'apprentissage sévères. Oui, c'est les troubles d'apprentissage sévères, c'est les handicaps. Il peut y avoir des gens qui ont des troubles d'apprentissage avec un plan d'intervention, mais qui ne sont pas considérés HDAA. Là. Je suis pas... C'est H pour c'est ça. H pour handicapé, DAA pour trouble d'apprentissage. Difficulté d'adaptation ou C'est ça, d'apprentissage. c'est ça, exactement. Mais il peut avoir des jeunes avec des plans d'intervention, parce qu'un plan d'intervention, ça peut être sur beaucoup de choses. Hein. Je voulais pas mettre, j'allais dire mon garçon, mais dans mon entourage, là, je parle pas de mon garçon, mais il y a des jeunes qui ont des plans d'intervention, pour vrai, par exemple. Il va dire maman, non, c'est pas lui. Ce n'est pas toi, fiston, auquel je fais référence. Mais il y a des jeunes, des fois, qui ont des plans d'intervention pour avoir une aide particulière, pour faire un examen avec un ordinateur, etc., mais qui ne sont pas nécessairement un code HDA. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Là. Qui n'ont pas un code de difficulté. Ils n'ont pas un code de difficulté HDAA, mais ils peuvent avoir un plan d'intervention. Donc, les gens avec un code de difficulté ont très souvent tous des plans d'intervention, mais les gens avec des plans d'intervention n'ont pas nécessairement un code de difficulté. Un code. Parfait. Donc, ça répond à ma question de base. Dans le fond, les plans d'intervention, ça ratisse plus large. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je constate, mais dans le fond, HDA. c'est que c'est 75 donc parce que dans le fond, là, tous ceux qui ont un plan d'intervention donc, vont être catégorisés comme EHDAA, mais 75 donc des enfants EHDAA dans le réseau public n'ont pas de code de difficulté. Donc, c'est ces chiffres-là que je vous demandais de commenter. Est-ce qu'on avait la même base d'interprétation? De nous dire, donc ça,
c'est assez constant là, dans le réseau. Oui. Puis l'idée, c'est qu'on aide, avec les plans d'intervention, c'est qu'on veut aider les enfants, même s'ils n'ont pas nécessairement de code de difficulté particulier, qu'il soit un H ou un DAA. Donc, parce que c'est des critères particuliers pour avoir ce type de code-là. Mais il y a des plans d'intervention, comme je vous disais, pour toutes sortes de situations où l'enfant nécessite une aide particulière. Donc, mais qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui est un enfant qui se classifie en fonction des critères pour lui attribuer un code particulier, un H ou un DA. Nombre de classes spécialisées dans le réseau, j'ai le chiffre 5190. Pourcentage d'élèves primaires EHDA en classe régulière, 80,7 %. Donc, ceux qui sont en classe régulière, est-ce que vous avez des dépassements de seuil d'élèves par classe? En principe, non. En principe, non, mais si c'est le cas, il y a des mécanismes prévus dans les conventions collectives qui ont été mis en place avec les syndicats. Je les ai d'ailleurs négociés, ces mécanismes-là. Oui. Alors, ce n'est pas ce qu'on préconise. Quand on est capable d'ouvrir des classes parce qu'il y a des locaux ou des disponibilités, on le préconise, mais on suit ce qu'on a mis dans les conventions collectives. Donc, quand c'est pas possible, il y a des compensations qui sont attribuées. Mais on suit les mécanismes des conventions collectives. Parce que souvent, ça va arriver là qu'on va nous dire, écoutez, donc voici ce qu'on a négocié, mais dans les faits, il y a des dépassements de ratio. Là. Donc, les enseignants disent, on est débordés, on n'a pas la capacité donc de pouvoir outiller donc les élèves qui nous arrivent parce qu'on a de facto donc des dépassements de seuil. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais c'est pas tous des ratios, là. Des fois, c'est un nombre d'élèves dans la classe et le ratio total de la classe n'est pas dépassé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a mis des mesures en place, on a négocié des mesures avec les syndicats, on suit les mesures qui ont été négociées avec les syndicats. Et bon, naturellement, si les syndicats ont des griefs à faire, ils pourront les faire. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on a mis en place des mesures et on les suit. Et là, comme on s'est engagé à le faire. Et dans beaucoup de mesures, c'était si les disponibilités sont là, si on peut le faire. Sinon, il y avait des mesures alternatives, mais tout ça a été signé et entendu avec les syndicats. Donc, on le fait de cette façon-là. 24 des garçons, 16 des filles se sont vus prescrire en 2024 du Concerta, du Ritalin, de l'Adderall. Est-ce que le ministère se penche sur la question de la surmédicamentation? C'est tout le temps qu'on avait pour ce bloc-là. Donc, avant de passer la parole au député de Gouin, j'ai bien reçu le dépôt du document de la députée de Vaudreuil et j'ai pris connaissance du document. Donc, j'autorise son dépôt. Il sera bientôt disponible sur Greffier et sur le site Internet. Donc, maintenant, Monsieur le député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. D'abord, quelques questions pour vous au sujet de l'engagement pris par la Première ministre lors de sa campagne à la chefferie de votre formation politique, à l'effet donc de protéger les budgets des services aux élèves en les indexant à l'inflation. Engagement qu'elle a réitéré lors de son discours d'ouverture. Est-ce que cet engagement va prendre la forme d'un projet de loi? Je vais discuter avec la Première ministre et avec, naturellement, les gens interpellés par cet engagement-là, qui sont le ministère de l'Éducation, le Conseil du Trésor et le ministère des Finances, pour voir sous quelle forme cet engagement-là se déploiera. Mais c'est pas moi qui va faire cette annonce-là. Je vais laisser cette prérogative-là à la Première ministre. Mais donc, c'est pas nécessairement un projet de loi? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ni oui ni non, bien au contraire. Je vais laisser à la Première ministre la prérogative de déployer la forme sous laquelle cet engagement-là prendra effet. Donc, c'est ni un projet de loi, ni pas un projet de loi? J'ai dit juste que je ne répondrai pas à cette question-là. Donc, ne pas y lire que c'en est un ou que c'en est pas un. Ça sera à la Première ministre de prendre la décision et de faire ses annonces en temps opportun sur quelle façon cet engagement-là se déploiera. Donc, vous n'êtes pas en mesure de nous confirmer qu'il y aura dépôt de projet de loi d'ici la fin de la session? Ce n'est pas moi qui vous le confirmera, non. Est-ce que c'est un engagement qui va être honoré d'ici la fin de la session parlementaire? On m'a demandé, moi, de regarder avec Finances et Trésor les meilleures façons d'atteindre cet objectif-là. Puis, encore une fois, je vais laisser la Première ministre prendre ses décisions sur le moment où elle décidera de le faire.
En avez-vous discuté avec la première ministre de cet engagement de protection des budgets de l'éducation? On est en train de discuter sur... oui, effectivement, on a eu des discussions. Puis est-ce que le dépôt d'un projet de loi, ça fait partie des options étudiées? Je vais garder mes discussions avec la première ministre confidentielles. Sachez qu'on travaille sur l'engagement et je vais laisser à la première ministre le soin de vous annoncer la façon et le moment dont ce sera fait. Mais on en parle de cet engagement-là, puis on parle de la façon de le matérialiser. Je comprends que vous refusez de répondre à la question. C'est votre droit. Bien, j'y réponds de la façon dont j'y réponds. Oui, en n'y répondant pas. Taxe scolaire. J'aimerais savoir cette année, pour l'exercice financier 2026-2027, je vais essayer de bien formuler ma question pour avoir la réponse que je souhaite. Là. Combien est-ce que ça va coûter au ministère de l'Éducation du Québec que cette mesure, donc, à la fois d'uniformisation et de plafonnement de la taxe scolaire? Bien, on a les budgets qui nous sont transférés. Là, je cherche dans mes mesures que j'ai mis hier avec un beau petit post-it, taxe scolaire, parce que j'avais comme une impression qu'on allait l'aborder potentiellement. Je veux ramener à la page, c'est F. Combien d'argent sort des coffres du gouvernement pour financer cette mesure? J'ai la mesure taxe scolaire où je veux amener la ligne pour vous donner l'argent exactement. Là. Non, mon post-it, taxe scolaire. D6. Alors, dans le volume 3, plan budgétaire. En stratégie des dépenses, c'est ça? Plan budgétaire. Oh oui, je m'excuse, le plan budgétaire, c'est dans le budget, c'est ça, pardon. Non, c'est moi qui... D6. Alors, D6. L'argent qui va être donné, parce qu'il y a une compensation qui va être faite au centre de services scolaires pour le plafonnement, parce que naturellement, ils ont des revenus jusqu'à 3 % maintenant, et comme il y a un plafonnement, il y a une compensation. Oui. En 2026-2027, vous pouvez voir à la page D6 que c'est, dans le fond, c'est 95,7 millions par année. Par contre, à l'année 26-27, vous voyez 67 millions parce qu'on a 9 mois. Là. C'est sur 9 mois qui restent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais c'est 95,7. Donc, la compensation, c'est à terme, jusqu'en 2030, c'est 500 millions de dollars pour cette compensation-là. Et si on va à la page D9... Oui. Vous avez, on explique là effectivement les chiffres que je viens de vous donner. On revoit les 67 millions et on voit également qu'il y a maintenir un taux unique et aide pour limiter le 3 %. Donc, c'est 1,2 milliard en 2026. À la page D9, c'est ça? Hein? Et moi, au tableau des cartes de la page D9, pour 26-27, je lis 1 point. Ouais, 1,15. OK, j'ai arrondi. 1,153. Donc, c'est quand même 1,5 milliard de dollars auquel il faut ajouter donc le 67 millions dont on a parlé. Non, il est inclus. Il est inclus dans ce tableau-là. Là, la subvention portera à 1,2 milliard de dollars par année l'aide gouvernementale pour atteindre et maintenir un taux unique et limiter la croissance du compte de taxe scolaire. Donc, les trois items, dont le plafonnement à 3 % vous vous souviendrez que le premier élément qu'on a fait, c'est de uniformiser, donc maintenir un taux unique. Oui. Donc, tout ça, là, c'est 1,153, donc 1,2 arrondi. Donc, plus d'1 milliard de dollars par année, 1,2 milliard. Donc, et là, on a un montant cumulatif juste à côté, là, depuis 2018. Bien, jusqu'en 2018, près de 5 milliards de dollars. Ouais. Comme ministre de l'Éducation, de voir que ça, c'est un 5 milliards là, cumulatif, qui était auparavant constitué de revenus autonomes qui rentraient directement dans les centres de services scolaires via la taxe scolaire, puis qu'il faut aujourd'hui rajouter ça dans vos dépenses de portefeuille. Alors, vous comprenez que où je m'en vais, c'est-à-dire que c'est pas du nouvel argent qui fournit des nouveaux services, c'est des sommes qui étaient avant, qui rentraient dans les centres de services scolaires directement. Ça faisait pas le détour par vos dépenses ici. Est-ce que vous trouvez que ça a été une bonne décision? Parce que, mettons, 1,2 milliard sur quoi? 24 milliards de dépenses de portefeuille cette année, c'est quand même pas marginal. C'est une proportion significative des dépenses du gouvernement du Québec en éducation qui sont en fait dorénavant des dépenses qui viennent se substituer à des revenus qui étaient avant la réforme
des revenus autonomes des centres de services scolaires. Est-ce que vous trouvez que ça a été une bonne décision avec le recul? Bien, c'est une décision qui a été prise pour les familles du Québec pour alléger leur fardeau fiscal, donc pour aider les familles du Québec en réduisant leur fardeau sur la taxe scolaire. Et pour le ministère de l'Éducation, bien, Finance nous redonne cet argent-là, donc le compense dans notre budget. Donc, c'est pas autofinancé par le ministère de l'Éducation, donc c'est pas un revenu qui est perdu par le ministère de l'Éducation ou par les centres de services scolaires. Par contre, c'est à l'avantage et au bénéfice des familles du Québec qui, elles, voient leur taux de taxe scolaire plafonné à 3 %. Et dans ce sens-là, oui, je trouve que c'est une bonne mesure de notre gouvernement. Vous conviendrez avec moi, par contre, que ce milliard-là, ou même davantage par année, c'est des sommes qui ne servent pas à donner des services supplémentaires dans les écoles, dans la mesure où, auparavant, ces sommes-là rentraient directement dans les centres de services. Ces mêmes sommes-là, les centres de services scolaires l'avaient à partir de la poche des citoyens de leur centre de services scolaires. Maintenant, c'est le ministre des Finances qui leur donne, donc ils disposent des mêmes sommes. Donc, les centres de services scolaires n'ont pas perdu d'argent. C'est la source de leurs revenus qui s'est modifiée. Donc, ils reçoivent plus d'argent du gouvernement, moins de revenus autonomes, mais dans les faits, c'est compensé. On compense pour le centre de services Non, mais scolaires. donc, ce fameux 2,4 ou 3 % d'augmentation des dépenses de portefeuille, vous convenez avec moi qu'il y a une portion de ça qui est en fait une substitution de revenus qui étaient auparavant des revenus autonomes des centres de services? Mais les centres de services ne perdent rien parce qu'on compense. C'est pas ça ma question. Vous convenez qu'il y a une portion de ça Oui, qui est une il y a- substitution pour compenser des pertes qui sont issues de votre réforme de la taxe scolaire? Oui, mais il n'y a pas de croissance sur ce montant-là. Hein. Il est à 95 millions par année. Là. Donc, j'allais dire, il est plat, il n'y a pas de croissance. Donc, il n'impacte pas au même niveau que dont vous pensez. Donc, il y a quand même une très grande croissance du budget d'éducation depuis Oui, mais 2018, quand même- nonobstant ce facteur-là. Reconnaissez-vous qu'il y a une portion de vos dépenses chaque année qui est en fait un remboursement, entre guillemets, de perte de revenus qui étaient auparavant des revenus autonomes des centres de services scolaires? Bien, il y a une portion que c'est le budget, mais c'est... Oui. Nonobstant ça, il y a quand même eu une grande augmentation des budgets. OK. On a beaucoup discuté plus tôt aujourd'hui de s'il y avait eu ou non des compressions l'an dernier. Il y a eu l'an passé des compressions. Il y a eu une mesure d'optimisation budgétaire, la mesure 16.032, qui par la suite a été compensée par la mesure d'ajustement à la 16.036. Il y avait une série de conditions. On ne refera pas le débat sur la cible de TC. Cette année, dans le projet de règles budgétaires que vous avez soumis à consultation au réseau, il y a à nouveau une mesure d'optimisation budgétaire. C'est la mesure 15-20. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un montant qui a été fourni au centre de services scolaires relativement à cette mesure d'optimisation budgétaire? Est-ce qu'il y a un montant qui a été fourni au centre de services scolaires quant à cette mesure d'optimisation budgétaire? Mais là, il faudrait que je la vérifie, cette mesure particulièrement. C'est à la page 40 de votre Oui, projet s'il de vous plaît, parce renseignement que là, budgétaire. il y en a 264 mesures budgétaires. Dorénavant, il y en a beaucoup moins que ça, Il y a grâce à vous. 264 regroupés en 37 regroupements, mais on peut tous les voir La mesure à 15-20. l'unité. Là. À la page 40, 15. optimisation budgétaire. Les ajustements découlant de cette mesure visent notamment à assurer une saine gestion des fonds publics et le respect du financement octroyé pour l'éducation. Est-ce que les centres de services scolaires ont reçu des montants quant à cette cible d'optimisation budgétaire? On va la prendre en délibéré si vous avez d'autres choses, puis je vais vous ramener l'information parce que là, c'est trop mettons- technique. Là. Mais on ne va pas chercher d'argent supplémentaire. C'est une mesure qui se répercute les autres années, mais je suis en train de vérifier exactement c'est quoi l'impact, qu'est-ce que ça veut dire. Comme je disais, il y en a 264. Là, fait que je vais aller vérifier. Répondre dès qu'il y aura la J'avais une vérification. question par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des montants qui sont associés à cette mesure d'optimisation budgétaire? Je comprends. Est-ce qu'on peut suspendre, Madame la Présidente? On ne peut pas suspendre Ben, le temps. Par contre, Ben, Madame la ministre peut aller chercher la réponse pendant que vous posez d'autres d'un temps questions. limité, je ne veux pas empêcher la collégialité entre la ministre et son équipe. Fournir pendant votre temps, je vais vous la fournir par la suite, la réponse, je m'engage à le faire. Mais j'essaie de l'obtenir Parfait. pendant que vous me parlez, puis j'essaie de le faire en même temps pour être Parfait. capable de vous répondre. Merci. Merci, Madame la ministre. Donc, Monsieur le député, vous pouvez Mais passer à une j'essaie de autre le faire question. avant la fin. Revenons-y le plus Merci. tôt possible. Je veux maintenant parler des indices de défavorisation. Vous en avez échangé à ce sujet avec mon collègue
il y a quelques heures. Il y a plusieurs dizaines d'écoles, on parle d'une quarantaine seulement sur l'île de Montréal, qui vont voir leurs indices changer. Pas parce que ce sont dorénavant des écoles plus favorisées ou plus riches, mais souvent tout simplement parce que d'autres milieux se sont davantage dégradés. On se comprend bien. Lorsqu'on a échangé sur cette question-là, lors des crédits provisoires, vous m'avez dit, Gabriel, il y a des enveloppes dans les conventions collectives pour prévoir des mesures de transition. Il y a en effet des enveloppes, 9,35 millions du côté des syndicats FAE, 6,02 millions du côté de la CSQ. Or, ces enveloppes-là, elles ont déjà été attribuées à d'autres fins, puisque ce ne sont pas des enveloppes dédiées exclusivement à ces mesures-là. Je veux juste savoir, vous m'aviez dit à l'époque que vous feriez les vérifications. Maintenez-vous toujours que c'est dans ces enveloppes-là, donc les fameuses annexes là, dans les conventions collectives, que les écoles devraient aller chercher les sommes pour compenser ce qui sont parfois des bouleversements terribles en quelques semaines seulement de leur organisation, des groupes qui ferment, des postes qui sont abolis, des tâches qui sont fusionnées, etc. Est-ce que vous maintenez que c'est ces sommes-là qui doivent être utilisées pour financer des mesures de transition dans les écoles dans les prochains mois? Bon, première des choses, je vais corriger votre prémisse de base. OK? Il n'y a pas d'écoles présentement qui sont devenues plus favorisées parce qu'elles se sont faites dépasser par une école moins favorisée. Pas du tout. Au contraire. Ce que vous nous dites, ce que vous m'avez dit dans votre prémisse de base, là, c'est qu'une école défavorisée est devenue dans un rang favorisé parce qu'il y a une école qui est plus défavorisée qu'elle. C'est inexact. Non, c'est inexact. Cette année, là, c'est le contraire même cette année. Cette année, on aide davantage les écoles avec un niveau de défavorisation à partir d'un seuil duquel les écoles reçoivent l'argent est plus bas. Je m'explique. La même école, l'année passée, la même école, avec les mêmes élèves, on prend une photo de la même école avec le recensement 2016, une école qui était à 7,5 de IMSE, pas son rang, à 7,5 d'IMSE, elle était classée 5. Cette année, la même école est classée 7 et va recevoir de l'argent. Donc, le niveau réel des familles s'est amélioré et le niveau d'IMSE à partir duquel on aide les écoles est plus bas qu'avant. Donc, on aide plus d'écoles. Donc, première des choses, c'est inexact. Deuxième des choses, les conventions collectives, c'est pour les niveaux des écoles 8 et 9, pour les ratios dans les classes. Présentement, il faudrait voir à la pièce, mais des écoles qui vont passer d'un niveau 8, à titre d'exemple, ou d'un niveau 7, il y a encore des sommes et on va accompagner ces écoles-là pour maintenir les ratios une année supplémentaire. On va simplement corriger, en effet, les faits. Tout ce que j'ai affirmé, c'est que le fait qu'une école voit son rang amélioré, ce n'est pas nécessairement synonyme du fait qu'il y a eu une amélioration objective de la situation socio-économique, puisque c'est un classement qui est relatif. Non, et tout le monde ce que vous dites est inexact. Dans le réseau, les directions d'école sont de cet avis. Ben non. Les organisations du milieu de l'éducation, les centres de services scolaires également, puisque c'est un rendement relatif. Non. Un indice peut s'améliorer, alors que dans les faits, c'est les mêmes élèves d'une année à l'autre qui fréquentent l'école. C'est un des problèmes avec cette manière de fonctionner. Je veux juste vous ramener sur le sujet de ma question. Est-ce que vous maintenez que c'est dans les fameuses annexes, donc l'annexe 47 dans le cas de la FAE et l'annexe 59 dans le cas de la CSQ, est-ce que vous maintenez que c'est là que doivent être puisées des sommes pour financer d'éventuelles mesures de transition d'une année à l'autre? C'est ça que vous m'avez dit la dernière fois. Je ne peux pas laisser passer ce que vous venez de dire parce que c'est inexact. Madame la ministre, si on n'est pas dans un cours, là. Je vous demande une question sur les annexes des conventions collectives. Monsieur le député, quelque chose qui est inexact, puis après ça, en faire une vérité parce que vous ne me donnez pas l'occasion de corriger. Vous n'êtes pas devant un juge, puis il n'y a pas de tribunal. Je vous pose une question. C'est inexact. Je vous pose une question factuelle. Est-ce que c'est dans les annexes, donc 47 et 59, c'est ce que vous m'avez dit il y a quelques semaines, que les écoles doivent aller chercher les sommes pour financer les mesures de transition? C'est ça ma question.
factuellement inexact, votre prémisse. Maintenant, pour votre question sur les annexes 46, 53 ou je ne sais pas trop, ça dépend des conventions collectives, là. Mais il y a plusieurs annexes, mais il y a des annexes dans les conventions collectives qui prévoient les ratios en vertu de l'IMSE. Pour les écoles 8 et 10, il y a des ratios de prévus. Et si une école change de rang et qu'il y a donc les sommes pour faire une transition, pour maintenir les ratios une année supplémentaire. Merci, Madame